Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Voilà, bonjour, bienvenue sur la Radio Maouja FM, bienvenue sur Construisons notre avenir. C'est une émission aujourd'hui qui est quand même inédite. C'est la première fois que la Radio Maouja FM va faire une émission un peu interview, style un peu documentaire. C'est vraiment la première fois. Nous sommes dans un très bon domaine ici. Et le projet qu'il y a ici actuellement que nous allons faire, c'est Saveurs et Histoire. C'est l'atelier culinaire et culturel francophone. Alors, sans plus tarder, j'ai une personne qui est ici avec nous, qui nous a accueillis dans son charmant domaine. Et ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle la Normandie, ça me rappelle la Bretagne, ça me rappelle aussi beaucoup de bonnes choses. Donc, on va parler un peu avec la personne qui est ici, qui va se présenter. Présentez-vous, madame, pour le commun des mortels. Bonjour, je m'appelle... Alors, j'ai plusieurs noms. Mon nom de travail, mon nom de plume, c'est Laura Peck. Et comme je viens de me marier il n'y a pas très longtemps, je suis maintenant Laura Nussbaumer. Ok. Et donc, on est content de vous accueillir à notre ferme, qui s'appelle la ferme Riverview. Et nous sommes à Alexandria. Alexandria, c'est juste entre la rivière des Outaouais au nord et le magnifique fleuve Saint-Laurent au sud. Et c'est un domaine, c'est une ferme en activité, donc on fait pousser des grandes cultures de maïs, de blé, de soja. Et là, les champs se découvrent, ça change tous les jours. Et donc, sur ce domaine, on a deux activités principales. Une activité avec un bed and breakfast. Bed and breakfast, un gîte qui a commencé il y a 4 ans. Et l'activité retraite, Alexandria Retraite, qui a commencé juste cette année. Donc, on a la chance d'avoir assez d'espace pour accueillir des groupes de jusqu'à 15, 18 personnes, comme on va le voir aujourd'hui, pour un atelier vraiment spécial. On arrive ici dans ce domaine, c'est tellement beau et rare de voir ça. Vous avez une très belle vue, c'est très beau. Et l'histoire de ce domaine, pouvez-vous nous parler un peu brièvement de cette... Bien sûr. Alors, l'histoire de ce domaine a commencé il y a 42 ans, lorsque mon mari a émigré d'Autriche ici à Alexandria pour acheter une ferme laitière et se développer avec sa famille. Et il a 4 enfants et 10 petits-enfants. Et puis, il a construit cette ferme nouvelle pour s'occuper des cultures lorsque son fils a pris la transition de la ferme laitière qu'il gère toujours actuellement. Mais mon mari s'occupe uniquement de cultiver donc tous les champs qui sont autour. Comme vous l'avez vu, la maison, elle a beaucoup d'influence autrichienne, européenne, beaucoup de bois, beaucoup d'espace, beaucoup de clarté. Exactement. C'est un peu les maisons qu'on découvre en Autriche, qui sont des maisons d'hôtes. Et donc, c'était dans cet esprit d'espace et d'ouverture et d'accueil que cette maison a été construite. Exactement, ça me rappelle un peu dans mon enfance quand on allait c'était en Belgique, mais c'était du côté de Ostende. Il y a des maisons à peu près qui se ressemblent un peu à ça, et à Waterloo aussi un peu. Donc voilà, c'est très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes pour l'activité Saveurs et Histoire, atelier culinaire et culturel francophone. Alors on voit qu'on va déguster, il y aura la gastronomie aussi, puisque moi-même je suis un grand mangeur, hein. Je suis un grand mangeur, et je suis curieux même de voir qu'il y aura la gastronomie de plusieurs cultures. Donc expliquez-nous un peu comment ça va se passer, ça va se dérouler, comment vous voyez cette activité. Bien, c'est une activité qui d'abord célèbre les femmes. Oui. Alors, la cuisine n'est pas limitée au domaine des femmes, loin de là. La cuisine est aussi le domaine des hommes maintenant, et c'est formidable. Mais aujourd'hui, on a principalement des femmes qui vont partager un plat et nous délivrer l'histoire de ce plat. C'est intéressant parce que chaque immigrant, chaque immigrante a une relation particulière à la nourriture, aux plats qui vont lui rappeler sa famille, qui vont lui rappeler le pays d'origine, et puis parfois qu'il a adapté à son nouveau pays, parce qu'on n'a pas les mêmes ingrédients tous les jours au Canada. Et donc on va partager ces recettes, et on va surtout après partager les plats.
C'est super. Tout à l'heure, je vous ai vu en plein exercice en train de préparer quelque chose. Dites-nous, c'est à peu près quoi? Ah, vous voulez le savoir avant. Bah oui, pourquoi? Moi, j'ai préparé un gâteau au chocolat qui est le gâteau traditionnel d'anniversaire dans notre famille. Donc, Ah ben, c'est super, c'est ouais. super. Alors, vous avez fait la connaissance aussi de Halima et du CESOC. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous avez rencontré le CESOC? Alima et le CESOC sont très actifs pour soutenir toute la francophonie ici dans la région. Et je l'avais rencontrée à Cornwall, mais je l'ai vue à plusieurs reprises à Alexandria parce qu'elle est très active dans la rencontre des quelques organisations francophones que l'on a à Alexandria. Et on a la chance d'être dans une région qui est vraiment bilingue. Donc la présence francophone est riche, active et autour de la nourriture, autour aussi des cultures et des histoires qui, à mon avis, représentent un des intérêts de la région. On a tant de cultures différentes ici, c'est vraiment très intéressant. Exactement, exactement. Alors, sans plus tarder, on va bientôt vous laisser partir puisque on sait que vous êtes un peu sollicité par-ci, par-là en bas. Alors, un dernier mot pour cette grande activité et surtout ce domaine, si les gens veulent venir encore rencontrer, passer un moment formidable. Eh bien, on peut nous trouver sur le site web thealexandriaretreat.ca. Et moi, je recommande de venir vous promener entre Cornwall et Hawkesbury sur cette magnifique route 34 où il y a des fermes Ouais, et des beaux champs qui sont très reposants, très relaxants. Prenez votre voiture, la famille, les amis, et puis montez vers le nord et vous découvrirez de très belles fermes et vous vous arrêterez après Alexandria et vous nous trouverez. je vous remercie beaucoup. Alors, l'organisatrice Halima, ça serait bien que tu te présentes. À toi. Bonjour, moi c'est Halima. Je suis l'agente de projet RIF de la région de Cornwall SDGPR. C'est avec très grand plaisir et joie que je vous accueille aujourd'hui dans le cadre du projet Saveurs et Histoire. Ça s'appelle ainsi. Donc, c'est une initiative financée par notre bailleur de fonds Alliance des femmes de la francophonie canadienne, Francozone. C'est grâce à leur financement qu'on a pu aujourd'hui organiser cet échange en français. Donc, le projet Saveurs et Histoire est un projet tout d'abord francophone, inclusif et intergénérationnel. Ok. Ainsi, on prouve que à travers la cuisine, ou plutôt on considère la cuisine comme un pont entre les cultures et les générations. Donc, voilà. Ah, ben, c'est super. Donc, au programme aujourd'hui, on a pu interviewer un peu la personne qui gère ce domaine, qui nous reçoit ici. Comment vous Madame Laurent. Voilà, comment vous fait votre rencontre? Comment vous êtes rencontrés? Laurence, c'est une connaissance de longue date. Je crois qu'on s'est rencontrés lors d'un événement ici à Alexandria. Et puis, les liens se sont tissés. Et, dès que j'ai eu cette idée d'organiser Saveurs et Histoire, j'ai tout de suite pensé à cet bel endroit où Madame Laurence se C'est loge. super. Alors, aujourd'hui, il y aura des déroulements de structure, il y aura les accueils des participants. Oui. On parle de mots d'ouverture et présentation du projet Oui. que tu vas annoncer tout à l'heure. On parle il y aura un question-réponse avec le public. Oui. Avant juste la présentation du thème, il y aura justement, voilà, les questions du public, puisque le thème-ci dont nous allons parler, c'est la cuisine comme langage. Oui. Voilà. Ben oui. Puisque la femme, c'est elle souvent qui transmet les valeurs, la culture, puis la langue, les traditions aussi, les recettes culinaires. On a choisi de faire de ce projet l'élaborer le 8 mars en honneur de la Journée internationale de la femme. Ainsi, nous soulignons la cuisine comme un langage d'amour, de résilience et d'engagement, et non pas seulement comme transmission de recettes, d'ensemble de recettes.
D'accord, d'accord. Ouais. Donc, c'est une bonne chose. Et puis après, il y aura la présentation des intervenants et des plats. C'est Oui, le moment oui, ça que c'est pour les gourmands. voilà, quand les gourmands comme moi, nous aimons, moi et nous et la nourriture, nous sommes des amis fidèles. On s'est jamais trahis. Voilà. Donc, on te remercie puisqu'on sait que bientôt, ça va bientôt Ça a commencer. déjà commencé un Ouais, petit voilà, peu, oui. exactement. On voit que les gens sont en train de discuter entre eux, c'est parfait. Ouais. Donc, on va te laisser un dernier mot pour remercier en fait toutes les personnes qui nous suivent actuellement. Je vous remercie pour votre enthousiasme de nous avoir suivis et encouragés tout au long de nos projets à chaque fois. Donc voilà, soyez nombreux et puis suivez-nous encore plus. Radio Maweja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. C'est un immense plaisir aussi de partager avec vous le projet Saveurs et Histoire. C'est un projet financé, c'est une initiative financée par notre bailleur de fonds, Alliance des femmes de la francophonie canadienne francophone. Donc voilà. Grâce à ce projet, nous soulignons la résilience de la femme, l'engagement de la femme et la transmission des recettes, des valeurs et des racines de génération en génération. Donc, j'ai le plaisir aussi de vous présenter les 3 grandes dames qui ont accepté aujourd'hui de guider ce projet avec moi. Grâce à elles, on a pu élaborer ce beau projet et puis je vous donnerai la parole. Allez-y. Alors, bienvenue dans ma cuisine. Donc, c'est une très belle cuisine dans une maison très agréable puisque du matin au soir, on voit le soleil quand on cuisine. Et pour nous, la cuisine, c'est bien sûr la famille. Pour les migrantes, la cuisine, c'est aussi ce qui vous rattache à la famille, à toutes les traditions. Je voudrais quand même souligner que fêter la femme, en parlant de cuisine, bon, il faut rappeler que la cuisine n'est pas le domaine exclusif des femmes, mais qu'heureusement, les garçons, les hommes, les fils, les maris mettent la main à la pâte. Et ce que vous allez déguster, le gâteau que je fais, la recette a été modifiée par mon fils. Et j'ai cru au début que c'était une hérésie. J'ai trouvé que c'était vraiment une hérésie de modifier une recette de famille qui avait 50 ou 70 ans. Donc mon premier accueil n'était pas favorable. Et j'ai changé d'avis parce que c'était délicieux. Aujourd'hui, en venant à Alexandria, ma petite fille m'a demandé grand-mère, demain tu es quoi? Parce que célébrer la femme culturelle aujourd'hui, le 8 mars, ça veut dire que le restant de l'année, on décide ce qu'on est. Alors, je lui ai dit, mais non, mais après-demain et demain et des siècles à venir, je serai toujours grand-maman et non pas grand-papa. Alors, et pour moi, la cuisine a un rôle spectaculaire dans ma vie. J'ai une petite entreprise de traiteur et ma thérapie, c'est d'être dans une cuisine et de cuisiner, pas pour une seule personne ou deux, mais de cuisiner pour une totalité de gens. Et mon expression d'amour, c'est à travers les plats que je mijote, que je cuisine, qui sont un peu un pont entre ma culture initiale, je suis d'origine haïtienne, et la culture, les autres cultures auxquelles j'ai greffé cette culture. Après 61 ans de vie au Canada, j'ai pris des recettes de partout. Donc, je les réussis peut-être pas toutes aussi bien que les miennes, mais quand même. Aujourd'hui, je vous ai préparé une soupe traditionnelle que je donnerai l'historique après. Mais si elle est bonne, c'est moi qui l'ai préparée. Si elle n'est pas bonne, je l'ai trouvée en route en venant à Mamie est stressée aujourd'hui. Mais ça va, on est en famille. Mon nom est Mamie. Je participe à cet atelier parce que, disons, en fait, quand Alima m'a parlé du projet, juste l'idée de mettre la cuisine
en lien avec une histoire d'un parcours que j'ai accroché. Donc, j'ai aimé ça et puis je me suis dit, OK, pourquoi ne pas partager cette recette spéciale pour ma famille qui raconte ou qui transmet l'amour et tout un héritage familial. Donc, pour moi, la cuisine, c'est une mémoire, comment je peux appeler ça? Je dirais un moyen pour transmettre l'amour, l'unité. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais présenter une recette qui me vient de ma grand-mère. Ce sont des boulettes de poulet. Je l'ai légèrement modifiée. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous allez apprécier cette recette. C'est sûr. Parce que en cuisinant cette recette avec vous aujourd'hui, j'honore la mémoire de ma grand-mère, un héritage aussi. Oui. J'aimerais dire aussi combien de familles immigrantes ils ont appris à travers la cuisine, la langue française, la culture, leurs racines. C'est souvent dans la cuisine que nous, en tant qu'immigrants, on a appris beaucoup de choses, beaucoup. Les premiers mots, les premiers gestes. Donc, je trouve que c'est très beau ce que vous avez dit. Donc, est-ce qu'on peut commencer, oui, à la préparation? On peut commencer par le gâteau qui va aller. Oui, le gâteau. OK. Donc, on commence par le gâteau. On commence par le gâteau. On vous invite à vous lever pour être un peu plus près de la cuisine. Je vais juste ajouter deux choses sur la manière de cuisiner. J'avais un vieux batteur qui était avec la cuisine, la Québécoise et du Nord, du Sommage. Et j'ai trouvé exactement le même à Saint-Vincent. Moi, ça fait quelques années que je suis tombée dans moins de plastique, moins de gaspillage. Donc, mon premier magasin, c'est soit Pastel, interdit, ou bien Saint-Vincent. Et on trouve la plupart du temps tout ce qu'on veut. Hein. Parfois, il faut juste attendre un mois, 2 mois. Je vais aussi vous dire ce gâteau, il est très, très simple. Donc là, vous voyez mon recette, mon carnet de recettes. Il a beaucoup vécu, il est un peu... donc là, il y a la recette originale de ma grand-mère, qui au départ ne contenait que du chocolat noir. Donc on met... C'est beau, le chocolat noir, c'est délicieux. Ouais. Mais mon fils, qui était très gourmand et qui a pris la place dans la cuisine, souvent, ce qui est très bien d'ailleurs, a décidé de mettre moitié chocolat blanc, moitié chocolat au lait, moitié chocolat noir. Encore une fois, pour moi, c'était sacrilège par rapport à la mémoire de ma grand-mère. Ma grand-mère, je pense qu'elle approuvait secrètement l'initiative d'un petit-fils. Parce que toutes les grand-mères approuvent les initiatives des petits-enfants. Ben oui. Et elles ont bien raison. Justement, Laurence, j'ai envie de te poser la question. Ce gâteau, ça s'appelle Reine de Saba. Oui. Ben, pourquoi ce gâteau? Pourquoi le choix de ce gâteau? Alors, on l'a toujours appelé dans ma famille Reine de Saba, mais je n'ai jamais demandé à ma grand-mère pourquoi est-ce qu'on l'appelle Reine de Saba. Donc, je ne savais pas raconter l'histoire. Il s'appelle Reine de Saba parce que ma grand-mère l'appelait Reine de Saba. Et j'ai gardé le nom, même si il a été modifié, parce que je crois qu'en effet, dans les traditions, dans les recettes de famille, on va changer des choses. Et c'est normal, on modifie, ben oui. Et c'est la vie, donc on va garder ce nom, et j'espère que voilà, les petits-enfants utiliseront Reine de Saba, même si on ne sait pas l'origine, mais peut-être on devrait inventer l'origine. Et ce dessert est lié à une occasion spéciale. Alors, ce gâteau Reine de Saba, on le fait chez nous, principalement aux anniversaires. Donc, vous pouvez imaginer combien j'ai eu de gâteaux d'anniversaire, un peu plus de 60. Et mes enfants, donc j'ai 3 enfants, mon fils aîné a 40 ans, alors j'ai arrêté de faire des gâteaux pour lui quand il avait 20 ans sans doute, mais ça veut dire qu'après, il y a eu beaucoup de Reines de Saba dans la famille. Donc pour nous, c'est un gâteau qui représente la fête. Bon là, je le fais un peu rapidement. Et voilà, j'espère qu'il va être bon. On verra bien. Donc voilà, c'est le gâteau traditionnel
L'avantage, c'est qu'il est très facile à faire. La recette de base pour 3, c'est 125 grammes sucre, chocolat, beurre, et puis 3 œufs. Vous avez vu, donc on fait fondre chocolat, beurre, et j'ajoute le sucre et la farine, pardon, 160 grammes 80 grammes de farine. Là, je double tout parce que aujourd'hui, depuis avec la famille des gourmands, puis avec la famille, ma nouvelle famille de Sébastien, on est aussi très nombreux, donc on double ou on quadruple les quantités pour avoir assez de gâteau. Mais ce gâteau, vous allez voir, quand il va sortir du four, il n'est pas comme les gâteaux qu'on trouve au Canada. Les gâteaux canadiens, ils sont magnifiques. Sébastien a des petites filles qui font des gâteaux magnifiques. Alors, beau et bon, succulent. Et moi, la première fois que j'ai fait mon gâteau reine de Saba, je me sentais un peu mimi, et vous allez voir pourquoi. Mais ce gâteau, je le ferai, je pense, toute ma vie, parce que c'est une partie de ma vie. Et mes enfants l'adorent aussi. Et finalement, je suis vraiment contente que mon fils ait modifié la recette et qu'il ait mis du chocolat au lait. Je pense qu'on peut essayer avec toutes sortes de chocolat. Laurence, j'ai envie de te demander, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as fait ce gâteau? Ancienne histoire, histoire de mamie, de grand-mère. Je ne me rappelle pas en avoir mangé chez ma grand-mère. Non, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance qui pourtant est sans doute assez heureuse, mais j'ai pas de souvenirs. Moi, je n'ai pas été dans la cuisine de ma maman beaucoup. Elle était très occupée. Je l'ai hérité de quelques recettes et elle cuisinait très bien, mais j'ai pas vraiment cuisiné. J'ai commencé à cuisiner après. Donc, ce gâteau-là, pour moi, c'est vraiment, je sais que c'est une recette que ma grand-mère faisait, que ma mère faisait peut-être, je ne sais pas. Mais ce gâteau, il est pour moi et mes enfants et les générations à venir, la reine de Saba. Un héritage. C'est un héritage. Et je pense aussi que pour moi, partager de la nourriture, c'est en effet beaucoup mettre de l'amour, mais c'est aussi c'est ouvrir sa porte, c'est ouvrir sa cuisine. Je pense que la cuisine, c'est la meilleure pièce de la maison. Et si on ouvrait nos cuisines et partagions des bons gâteaux, ou des bonnes soupes, ou des bons plats, parce que la vie serait pas plus belle pour tout le monde. Voilà. Donc, je vais mettre le gâteau au four. On va pouvoir laisser la place à quelqu'un. Oui. Entre-temps, j'ai envie. La première fois que j'ai fait la cuisine avec ma mère, j'ai découvert une autre femme. Pas la bourgeoise porto-princienne qui avait des tonnes de domestiques. Donc, parce que moi, petite, je pensais que la nourriture était à table comme elle est dans la nature. Que le poulet venait déjà en sauce, se balader dans la nature. Donc, la première fois qu'elle a décidé, nous étions en vacances à New York et elle cuisinait. J'étais chez ma grand-mère et elle cuisinait. Puis elle m'a dit, viens voir. Et j'ai découvert une autre femme, complètement. Et là, elle m'a parlé de son histoire, l'histoire que les mères ne racontent pas à leurs filles. Ma mère, elle est produit d'un blanc et du noir, donc tout ce qu'elle a vécu du côté de ses grands-parents blancs, sa grand-mère l'adorait, c'est le seul rejeton de seul rejeton. Elle avait qu'un fils, il n'y a eu qu'une fille. Donc, c'était la prunelle de ses yeux, mais ce qu'elle rencontrait quand elle allait visiter ses amis qui lui disaient, mais qu'est-ce que tu fais avec ce pruneau? Et comment ça a façonné toute sa vie et comment elle a pu réunir cette biculture qu'elle m'a transmise et qui m'a permis de développer une carrière en culture, en mélange de culture. Et là, on a plus parlé d'elle qu'on a parlé de la recette. Et comme j'étais très gourmande, j'ai plus goûté que j'ai participé. Mais c'était un moment de ma vie qui est resté marqué parce que je suis la seule. Mes sœurs, entrer à la cuisine pour elles disent que ça fait tourner leur parfum. Et ma sœur aînée me dit que si Dieu voulait qu'elle apprenne à se cuisiner, il n'aurait pas inventé des restaurants. Donc, je suis la seule qui a hérité d'elle, était une excellente cuisinière. Ce goût de la cuisine, ce goût du partage d'être alentour d'une marmite ou des marmites et je parle. Et puis là, elle a pu concilier la culture, la cuisine à la fois française et la culture et la cuisine haïtienne typique indigène.
Et ça m'a permis d'avoir une cuisine fusion. Donc, pour moi, c'est ce qui me décrit, c'est ce qui me définit. Puis, c'est un souvenir, elle est partie, ça fera 10 ans. Mais à chaque fois que je suis devant une marmite, je la rouvre. Par l'occasion, est-ce qu'on peut voir ta recette? Bon, ma recette, c'est plus qu'un plat, c'est une histoire. C'est une histoire, c'est l'histoire de Tutini, d'où je viens. Elle s'appelle la soupe de la liberté. J'ai pas apporté les ingrédients, mais je peux vous les montrer dans un bol. Le renversement des oppresseurs par les oppressés. La dernière fois avant nous que ça a été fait, c'était du temps de Spartacus, qui s'était battu 2000 ans avant, qui s'était battu contre l'Empire romain et qui avait perdu. Donc, pour ça, nous restons uniques. Mais le 1er janvier de chaque année, c'est-à-dire que nous avons gagné en novembre, mais l'indépendance a été proclamée le 1er janvier. Et chaque 1er janvier, dans la colonie, pour nourrir les planteurs, les propriétaires de plantations qui avaient fêté la veille, qui avaient réveillonné la veille, on préparait une soupe à base de potiron, ce que nous on appelle la citrouille. C'est une forme de citrouille, mais c'est pas la citrouille typique d'ici, mais c'est de la même famille. Avec les meilleurs morceaux de viande, avec tout, mais nous étions, les femmes la préparaient, mais elles étaient interdites de la goûter même, voire de la manger. Et si elle était surprise à goûter la soupe, elle recevait 50 coups de fouet. Et si par malheur, parce qu'elle avait ses enfants avec elle, elle donnait un petit peu de cette soupe-là, l'enfant était vendu dans les semaines qui suivent à une autre plantation pour séparer mère et fille. Donc, c'était une tradition. Chaque année, on faisait cette soupe avec du céleri, le poireau, les carottes. Mais elle devait être cueillie le jour même. Et elle devait être prête à midi, pile, parce que c'est le moment où les colons se réveillaient de leur cuvée d'alcool. Et à midi moins 10, le général Jean-Jacques Dessalines, qui avait gagné la guerre, a proclamé l'indépendance. Et ça, c'est répandu à travers plusieurs plantations. Et les femmes, et là, les colons ont fui parce qu'il y a eu un massacre après. C'est une partie de mon histoire dont je ne suis pas trop fière, mais j'étais pas là. Je ne sais pas ce qu'ils avaient subi et la colère qui a fait en sorte qu'on ait massacré. On a épargné que les prêtres, les instituteurs, les médecins et les Polonais. Pourquoi les Polonais? Parce que les Polonais ont joué un rôle exemplaire dans la guerre d'indépendance. Ils ont volé, parce qu'ils étaient aussi maltraités que nous, après la guerre de Prusse. Donc, ils ont volé des ammunitions, ils ont volé des armes, des plans de guerre qu'ils ont donnés aux indigènes pour leur permettre. Donc, on leur a permis, on leur a sauvé la vie, et ils occupent jusqu'à présent une région de l'île où tous les noms sont polonais, les Danenski, les Polenski, mais ils sont surtout experts ils sont des mortuaires, ils s'occupent des salons mortuaires. Et quand le pape est venu visiter Haïti, on les a réunis et lui-même était surpris. Les gens à la peau noire, aux yeux bleus, azur, aux yeux verts, et les plus belles femmes d'Haïti viennent de là. Pas moi, mais d'accord. Alors, quand on a programmé l'indépendance, les femmes qui avaient cuisiné et qui avaient été maltraitées pendant de nouvelles années se sont assises avec leurs enfants et leurs conjoints et ils ont mangé la soupe. Et depuis le 1er janvier 1804 jusqu'à maintenant, il n'y a pas un Haïtien qui ne prépare pas cette soupe. Si je ne la prépare pas une année, j'invite un groupe d'amis à venir. Et c'est le seul jour où nos gouvernements nous nourrissent. Parce qu'il y a la soupe populaire qu'on prépare dans tous les quartiers, qu'on distribue aux démunis, à tout le monde. C'est la seule fois aussi où il n'y a pas de distinction de classe. Parce que ça, c'est une soupe qui symbolise notre déclaration, notre indépendance depuis 224. 22 ans. Donc, c'est l'histoire de la soupe. Et c'est une tradition qui est transmise de génération en génération. Même
le 1er janvier dernier, quand je préparais ma soupe, j'avais mon arrière-petite-fille de 3 ans qui s'était proclamée goûteuse. C'est elle qui devait goûter. Tu sais, il y a quelques 200 et quelques années là, tu serais vendu à une plante là. C'est pas exclu que je te vende à une autre fille parce qu'elle mettait trop de sel, elle mettait toutes sortes de choses. Donc, ce n'est pas qu'une soupe, c'est un symbole. C'est une façon de dire. Et c'est un symbole pas seulement haïtien, mais mondial. Parce qu'avec cette indépendance, nous avons libéré l'Amérique. Nous avons même libéré la Grèce. Aujourd'hui, tout le monde nous oublie, mais nous avons contribué à la libération. Nous avons combattu à Savannah lors de la guerre de sécession des Américains. Il y a une grande statue à l'effigie. Nous avons permis aux États-Unis d'agrandir leur territoire puisque la Louisiane a été vendue pour payer les frais de guerre par la France. Donc, c'est tout un symbole humain. C'est un symbole de ce qu'on est comme humain. Ce qu'on recherche, la liberté, le droit de vivre en toute sécurité et de s'aimer l'un l'autre. Donc, c'est ça la soupe de la liberté. Et elle est faite avec du poireau, des carottes, des navets, des pommes de terre, 2 sortes de viande, soit le poulet ou la dinde et le bœuf. Mais les meilleures coupes de bœuf. Et effectivement, le clou de la soupe qui est le poisson. C'est ce que j'ai préparé ce matin avec tout mon cœur à 5 heures le matin. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai plus d'énergie et je souhaite que vous allez l'apprécier. Elle est pas trop épicée. Elle a beaucoup d'ail, de paprika, un peu de poudre de chimie, mais je me suis modifiée aujourd'hui, sachant que c'était pas. Si ça avait été avec le groupe d'Haïtiens, il y aurait un volcan en éruption. Vraiment, la différence entre potiron, citrouille, mais moi, c'est vraiment des graines de courge que la recette de base est faite. Donc, pour les ingrédients, on a du poulet, du blanc de poulet. Et puis, on a des épices. Donc, on a de la ciboulette. On a du persil. Voilà, du céleri, des oignons, de l'ail. Et puis, on a des épices en poudre, du gingembre, du poivre blanc, du paprika. Ça peut dépendre d'une personne à une autre. On peut rajouter aussi de la poudre de chili ou du bouillon de poulet pour un peu plus de goût. Ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, essence, c'est la chapelure. Comme je disais, à la place de la chapelure, à la base, il y avait des graines de courge qui devaient être moulées. Et cette recette, dans le temps passé, c'est une recette qui demande de l'endurance parce que c'était fait, pour mixer, on devait piler dans un mortier. Et si vous savez, le poulet, quand tu es en train de le hacher et que tu dois piler, ça fait que ça colle. Donc, ça te demande beaucoup plus d'efforts et c'était plusieurs minutes. Donc, quand je parlais de l'expression de l'amour, donc il y avait de l'amour, de l'endurance, parce que dans le temps, ça prenait beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, avec un mixeur, c'est juste quelques minutes et puis bon, bref, le rendu va ressembler à ça. Ouais. Donc, le rendu va ressembler à ça. Et après, on prend juste le temps de faire des petites boules. Ma grand-mère, elle faisait des plus grosses. C'était vraiment pas toute petite comme j'ai fait, mais elle, c'était vraiment un peu plus gros. Ouais, je m'énerve. Ouais, ouais. Et pourquoi c'est important pour moi cette recette, c'est parce que j'ai pas beaucoup vécu avec ma grand-mère, mais c'est une recette qui m'a été transmise par ma mère et par mes parents. Donc, ma grand-mère je suis originaire du Congo, République démocratique du Congo, et ma grand-mère, elle vivait dans la capitale Kinshasa. Et moi, et ma mère et le reste de la famille, nous étions dans une autre ville. Et chaque fois qu'elle avait l'occasion, donc une personne voyageait pour venir dans la ville où on était, elle prenait ce temps de préparer toutes ces boulettes, comme je vous ai raconté avec le temps, ça prenait de piler toute l'endurance. Et elle faisait des colis. Donc, elle va cuisiner ce rendu
pas avec la sauce, bien évidemment. Après, on a le choix, soit de mettre aujourd'hui dans un four ou de les frire dans l'huile. Ça dépend de chacun, mais elle le faisait dans l'huile. Et puis, elle faisait des colis, pas congelés. Et il y avait un colis pour chaque membre de la famille. Donc, c'était que ma mère s'appelle Julienne, donc c'était que ça, c'est pour Julienne, les enfants, ça, c'est pour... Ainsi de suite. Donc, et elle envoyait. Et c'était à chaque occasion. Et nous, on savait. Quand il y a quelqu'un qui venait de Kinshasa pour venir nous visiter, on savait que cette recette-là, on savait qu'on recevait un colis. Ben, quand elle est décédée, paix à son âme, maintenant, c'est vraiment, ça s'est perpétué. Et je suis fière et heureuse aujourd'hui en vous présentant cette recette. Qu'est-ce que tu ressens quand tu cuisines ce plat? Je suis fière de continuer ce que j'ai reçu. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Donc, je l'ai modifié un peu parce que mon fils m'a dit des trucs dégoûtants avec les graines de courge. Je dis, wow. Ben, OK. Dans ce cas, on l'a modifié ensemble. J'ai mis de la chapelure, mais mon mari m'a dit ce matin, non, moi, je la préfère originale. Ben, comme on l'a dit tantôt, des fois avec les générations, il y a des choses qui changent. OK. Voilà. Le rendu est là. Moi, je l'ai passé à l'huile et j'ai fait de la sauce rouge avec des tomates. Et après, chacun peut faire comme il l'entend, une sauce blanche avec des champignons, ça c'est très bon, ou avec de la crème, donc ça peut varier d'une personne à une autre. Mais la base à l'origine, c'est à la sauce rouge. Donc, ok, j'espère que vous allez apprécier la recette de grâce à vous, c'est réussi. Clients contents, ailleurs, les meilleurs partenaires, toujours là. Bénévoles sans égal, employés, vous brillez. Tous ensemble, let's celebrate. C'est c'est 30 ans. Moi, étant de l'école canadienne française ici au Canada, mes parents, moi, je suis la plus jeune d'une famille de 5. Et ma mère cuisinait beaucoup. Et à ce moment-là aussi, dans l'Est ontarien, particulièrement les communautés francophones, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Alors, on étirait toujours dans les recettes. Ce qui fait que, bon, là aussi, il y avait une passation des recettes de génération en génération. Je me souviens, à un moment donné, il y avait les tourtières, les fameuses tourtières, il y avait les pâtes, il y avait le boudin qui était fait lorsqu'on faisait boucherie à la maman. Et ma mère, les bains, aussi dans le temps des bains. Puis ma mère m'invitait à aller apprendre comment faire des tourtières. Puis je disais à ma mère, hey, les magasins veulent se faire en 4 pour avoir des tourtières. Alors moi, j'ai pas le goût, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas d'apprendre à faire de la tourtière. Et ma mère m'a laissé aller, mais les pousseurs, plus vieilles, elles, portaient attention. Alors maintenant, sur le temps des fêtes, je leur dis, ben, vous autres, vous avez porté attention, donc je vous laisse le soin de préparer des tourtières. Puis moi, je vais juste faire cuire là-dedans. C'est sans doute la plus facile. Mais tout ça pour dire que quand on profite, quand on n'a jamais quitté notre patrie, comme on a toujours été dans la même communauté, on n'apprécie peut-être pas à sa juste valeur l'élément culturel de la cuisine et le fait que c'est une façon de passer de l'amour à d'autres générations, ceux qui vont nous suivre. Puis, et pas juste passer de l'amour, mais de qui nous sommes. L'identité qui va avec.
Et c'est intéressant de voir comment bien vous connaissiez l'histoire derrière de là. Vraiment intéressant aussi, et jusqu'à quel point ça porte une valeur, et ça porte une valeur à des éléments familiaux. De notre côté, c'est peut-être moins, on veut y retourner maintenant, peut-être une fois par année, moi, dans le temps des fêtes, où on continue ce genre de plat. Mais je pense que ça ne fait plus partie de notre quotidien, c'est plus loin. C'est probablement effectivement, on est bien de les Noël. Au Québec, ça fait pas simplement, c'était justement la préparation de la tourtière. Et une année, on est allé en Gaspésie fêter Noël. Oui. On était reçus dans la famille. Oui. C'était la Sicile. C'est à peu près comme une tourtière. Une connexion. Une illustration. Là, c'est la dégustation. Haïti, plusieurs terres de montagne. Haïti, ce qu'il y a, c'est terre des braves. Boyo, c'est paradis de Dieu. Et Haïti, c'est terre de montagne. Bon, je ne sais pas tourner encore le paradis de Dieu, mais peut-être ça viendra. Ça reviendra. Le pain, je trouvais ça intéressant. Quand tu disais que ta maman, que tu as découvert ta mère dans la cuisine, je pense que c'est intéressant. Voilà. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire avec nos enfants qu'on nous percevoir différemment. Comme une mère, pour la première fois, en grandissant, j'ai vu ma mère comme une femme. Quand elle m'a parlé de son histoire d'amour avec mon père, des turpitudes de cette histoire d'amour qui a fait des histoires. Mais je n'avais jamais vu comme elle, je l'avais vu comme maman. Je ne peux pas m'imaginer qu'elle pouvait aimer, qu'elle pouvait être aimée, qu'elle pouvait faire l'amour et tout ça. Et à l'adulte, on se rend compte que c'est une femme comme tout ça. Et ça, c'est à partir de cette rencontre. Ta maman qui était blanche, ta maman qui était noire. Non, ma maman est le produit d'un blanc et de noir. C'est mon grand-père. Mon grand-père du côté maternel était français et ma grand-mère du côté paternel est une espagnole. Pas mal, hein? Dans le mélange, et quand je fais mon ADN, mon test d'ADN, on me dit que j'ai 15% de Camerounais, 57% de Sénégal, enfin de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si c'est Bénin ou Sénégal. Mais ce qui m'a le plus renversé, c'est que j'ai 15% d'Azerbaïdjan. Probablement, c'était un Azerbaïdjanais qui est venu flâner quelque part en Europe et qui s'est retrouvé aussi. Probablement qu'il a fui un bail. Je ne sais pas, mais le 15%, on n'arrive pas à le coller pour savoir d'où ça vient. C'est toujours Alima, je suis l'agente du projet RIF, en réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario, et je desserre la région de Cornwall, Stromont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell. J'ai avec moi aujourd'hui une grande dame, une dame qui a accepté de l'idée ce projet avec moi. Je ne vais pas la présenter, je vais lui laisser l'honneur de le faire. Vas-y, Mamie. Ok, mon nom est Mamie Tamboué. Je suis une maman de 4 adorables enfants et épouse d'un homme exceptionnel. Enseignante agréée de l'Ontario,
Euh, Je pourrais rajouter une excellente cuisinière, puisque Ah oui, on le j'ai goûté, confirme. vous confirmez, puisque Oui. moi-même, je suis un grand mangeur, un ami fidèle de la nourriture. C'était très, très, très bon. Alors, oui, continuez. Alors, vous êtes enseignante, vous avez dit? oui, oui, enseignante agréée de Ontario, en dehors de la cuisine. J'aime travailler avec les enfants. Donc, je travaille dans une garderie après-école avec un groupe d'âge de 6 à 8 ans. Et je suis originaire de la République démocratique du Congo. J'habite à Cornwall depuis presque 2 ans et demi. Mhm. Alors, en quelques mots, vous nous avez fait quelques dégustations. Dites-moi un peu, c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez présenté? Bon, moi, je le sais déjà, j'ai déjà bien mangé, mais je valide, hein, entre parenthèses. Allez-y, à vous. Oui. Euh, Ce que nous avons mangé aujourd'hui, il y avait une soupe qui a été préparée par Maryse, une très belle transmission de valeurs. J'ai beaucoup aimé la présentation de Maryse liée à l'indépendance. Sa recette d'ailleurs s'appelle la soupe de l'indépendance. C'est très beau. Des belles valeurs que j'ai beaucoup appréciées. Et puis il y avait mon repas, les boulettes de poulet, une recette que j'ai héritée de ma grand-mère. Ceux qui ont goûté m'ont dit que c'était délicieux. De toute façon, on avait dit que si c'est pas bon, c'est pas nous. Donc, Moi-même, et déjà, enfin, j'ai apprécié, on je a sais eu pas. le dessert qui a été fait par Laurence. Mhm. Ouais. C'était une très belle histoire aussi, Alors, très le appréciée. partage de culture comme ça, et cette transmission, en plus en langue française avec tout le monde, de voir que tout le monde vient de quelque part, mais ce qui nous unit, c'est la francophonie. Cet aspect, quand on était en train d'expliquer, je vous suivais tout à l'heure, vous parlez un peu en français. Ce partage-là, qu'est-ce que ça vous a fait? C'était très important pour moi, surtout en lien avec la cuisine, parce que moi, je crois que la cuisine est un moyen pour transmettre la langue, la culture, les valeurs. Donc, passer ce temps à échanger en français, c'est comme une reconnexion aussi avec d'où je viens et j'ai beaucoup apprécié ça. Super. Alima, peux-tu ajouter quelque chose? Parce que c'était vraiment une très belle activité. On a senti beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges et de partage. En tout cas, c'était réussi. Alors, moi, à chaque fois, je me pose la question, ce déclic-là de faire venir, c'est très rare de voir une activité comme ça. Déjà, cette créativité, tu Mhm. l'as prise d'où? Voilà, c'est curieux, là, on est curieux. Je voulais honorer la femme immigrante francophone. Moi-même, je suis une femme immigrante francophone. Je voulais qu'on s'entoure autour d'un hobby, qu'on qu'on le maîtrise toutes, et puis autour de la francophonie, qu'on partage nos cultures, nos racines, nos valeurs, puis on s'affirme. Parce que c'est nous, c'est la femme immigrante joue un rôle très grand dans la transmission des valeurs, de la francophonie, l'éducation. Donc, je voyais la cuisine comme un pont entre les cultures, entre nos cultures. Mmh. Mhm. D'accord. Et tu as dit tout à l'heure en plus que c'était un pont comme les cultures, c'est aussi un langage d'amour. On a senti aussi Oui. beaucoup de choses. On a parlé d'amour, on a parlé de résilience, on a parlé de beaucoup de choses, hein, dedans. Et moi, ma question serait aussi sur ça, sur le message central, sur le rôle de la femme dans ce sens-là. Je ne pourrais pas dire que je ne veux pas dire que le rôle de la femme se résume dans la cuisine, parce que c'est pas le cas, on peut être où on veut. Très bien. Mais euh, j'ai comme voulu honorer la femme à travers la cuisine parce que moi-même, si j'aime quelqu'un, mon message d'amour, ma façon d'exprimer l'amour, c'est de cuisiner. C'est comme ça Oh, qu'on a, oh, bien, c'est bien, c'est comme c'est ça bien. qu'on nous a transmis la valeur de la cuisine. Donc, Mhm. je voulais l'honorer comme message d'amour, Mhm. d'engagement et de résilience parce que nous, les femmes francophones et migrantes, on est résilientes. On Mhm. est courageuse. Ouais. On transmet nos valeurs.
Exactement, euh, exactement. mm. À travers cette dégustation et échange qui a été prêt, oui, il y a eu beaucoup de, c'était une discussion libre, tout ça. Ce qui m'a choqué un peu, enfin pas ce qui m'a frappé, ce qui m'a Ébloui, interpellé, oui, ébloui, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était que tout le monde vient de nulle part, mais oui, cet aspect francophone les réunit. oui. C'est une force, ça, C'est une force, bien sûr. Et puis, c'était un petit peu l'idée que je voulais. Je suis très contente d'arriver à à ce cette point-là. idée, oui, Ouais, ouais. parce que c'était l'idée initiale, parce que je voulais une femme de l'Afrique. Moi, je suis africaine, je voulais une cuisinière aussi de l'Afrique, je voulais une femme haïtienne et une femme qui vient de l'Europe, Mhm. mais qu'on s'entoure toutes Tous autour d'un même plat, d'un même plat et puis du même langage, du même langage, c'est et vrai. la francophonie et la cuisine. Donc, Mhm, c'était ça l'idée. Je suis très contente que mhm. c'est, comme vous l'avez dit, c'était un projet réussi. Donc, J'ai l'impression que à travers la nourriture, tout, on peut parler de beaucoup de choses. Il n'y a pas de ben oui, barrière. ben Hein. oui. J'ai vu ça, Madame Tambo aussi, qui parlait un peu, qui était très observatrice et qui écoutait et aussi, qui a partagé ces sacrées boulettes que vous avez faites là, avec les courges à l'intérieur. Vous avez parlé de votre fils qui, oh là là, vraiment, Qui j'aimerais a modifié la qui a recette. modifié la recette. Ouais. Alors, parlez-nous de ça un peu, s'il vous plaît. Oui. Euh, à travers la cuisine et même cette recette, Mhm. il y a une histoire, il y a aussi un parcours. Et parlant du parcours, euh, quand ce qui est important pour moi dans cette recette, c'est d'abord l'idée que je l'ai reçue de ma grand-mère. Donc, il y a eu une transmission d'une valeur, d'une culture. Hmm. Et on pourrait Un savoir savoir-faire. la culture, c'est quoi le nom de votre culture? Moi, je dirais, en tant que originaire du Congo, Oui. donc je suis africaine Mhm. et c'est vraiment la culture congolaise et un mixage avec la culture africaine. Mhm. Et aujourd'hui, je suis au Canada, fière d'apporter Mhm. cette culture, Culture dans chez les Franco-Ontariens. oui, chez les Franco-ontariens. Donc, Mhm. je n'aimerais pas lui donner seulement le nom de culture congolaise, Mhm. mais j'aimerais lier cela à un parcours qui maintenant vient au Canada sur une plateforme dans la francophonie. Mhm. Ah ben, c'est super, vous C'est dites très que beau. elle a bien parlé, on dirait Ouais. qu'elle fait ça souvent. Hein. Oui, Tout à l'heure, elle nous nous avons faisait, cuit. voilà. Ben voilà, ben merci en tout cas. Vous avez un mot à Et rajouter? je voulais juste ajouter quelque chose parlant de mon fils. Oui. C'était que, et à travers ce parcours, comme je l'ai présenté, quand j'arrive au Canada, eh ben, je découvre que j'ai dû quand même adapter un tout petit peu la recette pour ajouter un ingrédient d'ici. Ça fait que moi, je trouve ça beau. Oui. Donc, Ah ben c'est super. Vous oui, avez ça adapté. vient, oui, je l'ai adapté et du coup, il y a cet aspect d'intégration, Mhm. mais on reste toujours à la base sur cette plateforme de la francophonie parce que à la maison, on parle en français. Quand je cuisine, même à la maison avec mes enfants, je leur parle en français. Donc, c'est vraiment, c'est très beau. C'est pour ça que j'ai accroché même à ce projet. C'est tout le parcours. Mhm. Ouais. Et D'accord. pour la plateforme de la francophonie. Ben, c'est super. Justement, je voulais ajouter quelque chose, si vous me permettez. Oui, oui, bien sûr. Mommy, quand je l'ai contactée, elle n'était pas très, genre, elle ne comprenait pas beaucoup le projet, mais dès que j'ai Mhm. parlé de femmes immigrantes francophones, qu'on va valoriser nos cultures, qu'on va cuisiner nos histoires, elle a tout de suite accepté, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui. Elle me disait tout à l'heure dans la voiture que c'était au moment où on pouvait valoriser nos histoires, valoriser notre vécu, notre savoir-faire. Ben, c'est super. En tout cas, on a vu, il y a eu beaucoup de choses. Hein, on va faire peut-être une petite évaluation pour ma part. En tout cas, les boulettes et le riz jaune, c'était vraiment très excellent. J'ai vraiment aimé, apprécié, vraiment. Je pense que si j'ai le moyen de vous applaudir en direct, ça serait bien.
Voilà, en tout cas, félicitations. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette journée? En cette journée internationale des droits des femmes, j'aimerais rendre hommage à la femme immigrante francophone, une Mhm. femme courageuse, une femme résiliente qui transmet non seulement la langue française, les racines, les coutumes, nos traditions, à travers peut-être un plat cuisiné ou soit tous les jours à travers n- la vie de tous les jours. Donc Mhm. aujourd'hui, nous avons partagé bien plus que des saveurs, nous avons partagé des histoires, des racines et une identité commune. Mhm. Donc, continuons ensemble à faire vivre la francophonie, à célébrer nos femmes et à bâtir des ponts entre nos cultures. Ben, c'est magnifique, magnifique en tout cas. On est très contents. Et on va continuer comme ça avec d'autres personnes qui vont se joindre à nous. La suite dans un instant. Restez toujours connectés. À tout à l'heure. Bonjour, mon nom est Marie-Noël Lanty, je suis présidente directrice générale de Leadership Féminin Prescott Russell. Ce fut un plaisir d'être ici aujourd'hui. J'avoue que j'étais un petit peu inquiète au début lorsqu'on a parlé des femmes dans la cuisine pour célébrer le 8 mars. Oui. Mais finalement, j'ai pas eu à cuisiner et ce fut une vraiment belle expérience. D'accord, ben merci. À vous. Merci, moi c'est Adèle Marie Kabokaota, je suis la fondatrice des PLDC directrice générale, PLDC qui est promotion du leadership pour le développement communautaire. Ma participation à cette activité de ce jour s'est couronnée par un grand succès. Quand on me dit qu'on va célébrer la journée internationale des droits de la femme avec l'activité culinaire, je me disais, quelle, quelle connexion entre l'art culinaire et les jours des droits de la femme. Et je trouve qu'il y a belle sa place de parler de l'art culinaire pendant les jours des droits de la femme. Parce que Alors, la nourriture nous rassemble. Exactement, la nourriture nous rassemble, surtout moi qui est un ami fidèle de la nourriture, puisque nous avons des liens très forts depuis mon enfance, la nourriture, donc on s'entend bien, elle m'a jamais trahi, donc voilà, voilà, c'était juste pour présenter. Bon, sinon, qu'est-ce qui vous a touché dans cette activité? Je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette activité? On a senti un moment où il y avait vraiment de l'échange et à travers les goûts, il y avait cette activité dégustative, culinaire et c'était très culturel aussi. Oui. Ce qui m'a touchée particulièrement, c'était qu'avant chacune des présentations, puis la présentation, au fond, c'est qu'on faisait la recette un peu devant nous, on nous expliquait comment la recette était préparée. Oui. Mais surtout avec ça venait l'histoire de la recette, D'accord. l'histoire de la famille Mhm. et comment c'est devenu un plat puis qui évolue dans le temps aussi parce que chaque personne y avait ajouté sa touche personnelle. Mais je pense que l'histoire de chaque femme avec le plat qui était préparé. C'était la transmission de la culture d'une génération à l'autre et de l'amour aussi. C'est vrai, vous avez parlé de l'amour et j'ai senti aussi que vous avez parlé un peu de la résilience. Alors, pouvez-vous nous parler, puisque vous êtes dans cette vie moderne aujourd'hui, dans cette société moderne, et on dirait qu'il se faut d'être résilience. Et je sais que vous avez des activités au sein de vos structures qui emmènent ces femmes dans ce chemin. Partagez-nous. Effectivement, quand on parle de la résilience de la femme, ce n'est pas seulement devant les aspects sociétals ou bien des droits, mais l'art culinaire, ça fait partie aussi d'identité de la femme, de la communauté. Ça fait partie aussi d'un point commun qui rassemble des personnes et ça nous donne aussi l'opportunité de savoir prendre le courage d'en faire et de donner, de participer aussi dans des moments sociaux, à partager les repas. Pourquoi je dis que la résilience et l'art culinaire peut être joints, ça peut aller ensemble, parce que les agriculteurs eux-mêmes, avant de nous produire les denrées alimentaires,
ça prend du courage. Mhm. Tu regardes même la situation climatique du Canada, Mhm. produire des lentilles, produire quoi que ce soit que nous mangeons tous les jours, Oui. ça demande du courage, ça demande de la vision, Mhm. ça demande de la détermination, ça demande aussi de la vocation. Tout le monde n'est pas appelé à être agriculteur ou à être chef cuisinier. Et tu vois, tout ça, c'est la madame, la plupart des cas, c'est la madame qui met la nourriture sur la table. Tu Mhm. verras même quand on vient du travail, monsieur, madame, tous sont partis chercher. Mais à la fin de la journée, tu vois le monsieur qui demande, ah, on mange quoi ce soir? Et Mhm. pourtant, on vient d'arriver ensemble. Ça montre à combien de fois, en étant la maîtresse de la cuisine, la madame doit développer plus de la résilience, à Mhm. savoir tout le temps quoi mettre sur la table. Et que ça se fait bien, propre et surtout santé. Mhm. Alors, Madame Marie-Noël, Oui. votre plateforme rayonne à travers Prescott Mm. Russell et ça touche les environs. Hein. On sait que Madame aussi, Adèle Kaota, Oui. Madame Kaota est aussi est en train de survoler là un peu partout avec PLDC et vous êtes là depuis un bon moment. Alors, vous faites beaucoup d'activités au niveau de la gente féminine, que ce soit de 60 ans à 12 ans ou 16 ans. Donc, vous êtes vraiment active de ce côté-là. Oh, je vous vois souvent, c'est pour ça que je parle de cette résilience-là. C'est sûr que quand vous avez commencé, il y avait peut-être des nuits blanches, il y avait peut-être des moments durs, tout ça. Mais vous avez été résiliente. Moi, personnellement, c'est vous aussi qui m'intéresse dans ce parcours-là. Dites-moi comment vous avez fait pour tenir jusqu'aujourd'hui. Bien, d'abord, je dois souligner que Adèle fait partie maintenant du conseil d'administration de Leadership Féminin Prescott Russell depuis septembre dernier. Ouais. Alors, l'idée aussi, évidemment, c'était aussi de refléter au sein du conseil d'administration la réalité des femmes de la région et inclure davantage les femmes nouvelles arrivantes qui avaient de bonnes idées à contribuer. Le mandat de leadership féminin Prescott Russell, c'est un mandat qui a été développé, qui a été nourri par et pour les femmes francophones de la région. Et l'objectif, c'est d'avoir plus de femmes qui participent Radio au Maouija sein FM. des tables décisionnelles. Donc, oui, et lorsqu'on parle de table décisionnelle, on parle des conseils d'administration de différentes agences ou de différentes entreprises, mais aussi au sein des conseils municipaux, comme conseillère ou mairesse à l'intérieur des 8 municipalités de Prescott Russell. Donc, il y a 52 sièges d'élus à travers Prescott Russell et présentement, seulement 25% de ces sièges-là sont occupés par des femmes. Et déjà, depuis que Leadership féminin a été lancé, on a réussi à augmenter de 4% la représentation féminine malgré la pandémie qui était juste avant la dernière élection. Donc, cette année, on se retrouve encore en élection, élection municipale qui aura lieu à travers l'Ontario le 26 octobre prochain. Et ce qu'on veut faire, c'est justement lancer une campagne de recrutement parce qu'on ne peut pas être élu avant de se présenter comme candidate. Exact. Donc, l'important, c'est d'augmenter le nombre de candidates. Et c'est ce qu'on compte faire. Et on a une nouvelle coordonnatrice qui va travailler avec nous. Son nom est Amy Quimby. Et qui va accompagner, encourager, offrir des ressources aux femmes qui désirent s'avancer en politique municipale. Et ça, oui, ça prend de la résilience et ça prend aussi de l'investissement de temps en accompagnement et en encouragement envers les femmes pour qu'on puisse finalement atteindre la parité en politique municipale. D'accord, c'est super. J'ai 36 questions qui me viennent à l'esprit là, mais je crois que je vais, je vais me calmer. J'ai une question un peu générale. Hein. On constate depuis un petit temps, dernièrement, j'ai eu l'occasion d'avoir Monsieur Mike Tarnowski en interview
Et en aparté, bon, il le sait que je le fais en aparté, et il me disait qu'il était super content puisque son fils est revenu sur Russell et il a acheté une maison. Alors, il y a comme si une attente de la part de toutes vos structures de pouvoir peut-être sensibiliser à tous ces jeunes qui reviennent en communauté rurale. Qu'est-ce que vous en pensez dans ce sens-là? Vous deux, hein? Oui, je pense que parce que je connais bien le maire Tarnowski Oui, oui, et c'est un excellent allié en passant oui. qui encourage les femmes de sa communauté à s'avancer en politique municipale. Et je crois que lorsqu'on a une communauté qui, qui croit en la croissance, qui offre de bonnes opportunités d'emploi, qui est ouverte à l'intégration des personnes qui viennent vivre chez nous, qui se sentent en sécurité, puis qui veulent participer à cette croissance-là, ben, je crois que ça, c'est la recette pour avoir nos jeunes qui veulent revenir chez nous aussi. Parce que pendant longtemps, les jeunes allaient s'éduquer à l'extérieur, à Ailleurs. Ottawa, Montréal, Exact. et ils ne revenaient pas. Et maintenant, je pense que lorsqu'on réussit à développer un sens d'attachement et que pour nous, notre communauté d'origine est symbolique, symbolisée par le succès au niveau familial. C'est pas trop grand comme les grandes villes. On se sent bien dans nos racines et c'est là où je pense que les jeunes sont intéressés à fonder leur famille dans notre coin. Exactement, exactement. De mon côté, moi, je répondrais à cette question que la croissance de Prescott Russell ou les milieux ruraux comme là où nous sommes, les municipalités de Castleman, Russell, des nations, ils ont besoin de personnes. Et pour que les autres viennent aussi, il faut aussi des infrastructures. C'est là où je vais montrer aussi la place de travailler main dans la main entre les autorités politiques, nous autres, les organismes sociaux, mais aussi les opérateurs économiques. Moi, dans mon cas, avec PLDC, nous avons une lourde tâche. Ah, OK. Moi, dans mon organisme de PLDC, nous avons la lourde tâche de sensibiliser les nouvelles personnes arrivantes au Canada, de venir aussi explorer les milieux ruraux de Prescott Russell. Pourquoi? Il y a encore l'opportunité de se faire une bonne vie. Les maisons sont encore abordables et la qualité de vie, c'est encore mieux par rapport à des grandes villes comme Toronto ou bien Ottawa. Comment on y parvient? C'est à travailler bras dans les bras avec les conseillers de développement des municipales. En passant, je salue vraiment l'appui de Mme Mireille Groslo, qui est notre point focal au niveau des municipalités de Castleman, et puis de Mme Vanessa au niveau de Rossa. Elle nous guide comment partager les ressources disponibles aux nouvelles personnes et aussi les entrepreneurs qui sont dans l'immobilier. De temps en temps, ils sont en train de publier les offres et ils nous conseillent de dire, écoute, bientôt on aura des maisons plus abordables par rapport à des grands condos et nous les publions aussi dans nos groupes de personnes nouvellement arrivées au Canada. Donc, la croissance de la zone de Prescott Russell en général, ça demande un partenariat gagnant-gagnant et franc. Nous autres, nous sommes là pour montrer ce qui existe, faire des sensibilisations et les autorités sont là aussi, ils sont en train de nous aider avec les ressources, ils nous ont reconnus comme une organisation qui travaille pour les nouveaux arrivants et je suis très, très reconnaissante pour ça. Et ça a oublié aussi les organismes mentors qui existaient dans la zone depuis longtemps. Oui. À part que je sois une des administratrices de LFPR, pour moi personnellement, quand j'ai abordé Marie-Noël, je l'ai abordée pour être mon mentor.
Mhm. Ça, c'est un peu aussi que nous autres, les femmes nouvellement arrivées, il faut savoir choisir un repère. Je crois que ça mérite des applaudissements. Ça mérite des applaudissements. Voilà. Ouais. Donc, pour moi, Marie-Noël, à tout moment, si j'ai des questions, je lui écris un mail. Je sais qu'elle est tellement chargée. C'est une femme avec un cœur sur les bras. Elle prend le temps de m'écouter. Je me défoule devant elle. Elle me guide jusqu'à ce que vous êtes en train de voir PLDC commence à prendre la forme. Derrière la forme là, il y a Marie-Noël qui contribue. Et je te dis officiellement merci Marie-Noël. Waouh! C'est un cœur, C'est Adèle. magnifique. Puis je pense qu'une des choses, excusez, un des avantages de nos petites communautés, c'est justement qu'il y a moins d'anonymat. Oui. On peut faire un contact plus rapidement, se trouver des repères parce que j'imagine que c'est excessivement difficile lorsque tu arrives dans un nouveau pays. Il y a une tonne de choses à faire. Et lorsque recommencer, c'est incroyable. Et on a besoin d'avoir des personnes qui peuvent nous guider, sur qui en qui on peut avoir confiance aussi, de nous dire les vraies choses. Pour permettre que tu puisses envisager un bon développement personnel et professionnel aussi. Donc, je pense que les plus petites communautés rurales, comme on a dans Prescott Russell, ça permet ces échanges-là parce qu'il y a moins d'anonymat. On est plus... nos faces sont partout. Ben, c'est super, c'est super. On remercie. En tout cas, on sait que aujourd'hui, nous sommes dans ce fameux domaine. Ce domaine, un petit mot quand même pour la personne qui nous accueille ici. Ça me rappelle un peu Ostende en Belgique, ça me rappelle un peu pas mal de maisons en Autriche aussi. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire pour cet accueil, puisqu'elle nous accueille quand même bras ouverts, très gentiment, et Alima aussi, avec le CESOC. Alors, voilà, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à tout ça? Mais pour Adèle et moi, c'est la deuxième fois. Oui, c'est notre deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'on vient ici. Et à chaque fois, l'accueil est toujours merveilleux. Oui, le style, évidemment, les propriétaires eux-mêmes tirent leurs racines de l'Europe. Donc, il y a évidemment une influence européenne dans leur goût au niveau de l'architecture de la bâtisse. Mais oui, c'est vraiment tranquille, un bel emplacement. Puis, il y avait une belle grande cuisine, Adèle, où il y avait beaucoup de lumière. Oui, chaleureux aussi. Et un autre aspect que j'aime beaucoup, quand on était la fois dernière en bas, il y a même là, on peut se mettre à côté du feu. Oui, on peut se chauffer à côté du feu et tout. Le bois, ça donne un climat de réflexion aussi. On se sent connecté à la nature. Oui, un climat d'introspection. Introspection, réflexion, oui. En tout cas, moi, je vous remercie. Continuez. Comme mon fils me dit, papa, je te souhaite longévité. Donc voilà, longévité partout dans vos entreprises. Et je crois que plus tard, je ferai une émission avec vous parce que je suis intéressé par tout ce qui est succession, héritage, transmission des valeurs. Puisque là, vous avez une structure. Bon, c'est pas de père en fils, mais est-ce que vous pensez peut-être... C'est de mère en fille, encore plus engageant. Voilà, encore plus engageant, voilà. Donc, ça serait bien qu'on fasse comme ça. Je ferai appel à vous. Et bienvenue dans la Radio Maouija. On est là vraiment pour vous et pour vous satisfaire. Merci en tout cas. Et on se dit bye-bye. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Merci. Radio Maouija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant.